Billes en tête, la conscience, la matière et la machine. La révélation. Un podcast de Bernard Blancamp. Épisode 9. Les dangers de cette découverte. Nous avons vu au fil des épisodes que j'avais trouvé le moyen de mesurer la conscience, les activités psychomotrices et émotionnelles des personnes, pour être précis, par le biais de récipients d'eau ou de simples billes de verre. Une part de la conscience serait donc non locale et impacterait la matière. Cette découverte semble révolutionner les lois connues de la physique, donnant à la conscience un statut de nouvelle dimension ou de force physique. Nous avons vu aussi que l'on pouvait mesurer des personnes, y compris celles qui ne peuvent pas s'exprimer, mais aussi des animaux et même des plantes. Tout cela est très beau et très prometteur pour des tas d'applications en lien avec des domaines aussi variés que le sport, l'éducation, les neurosciences, les pratiquants de méditation. Mais il y a d'autres personnes que cela pourrait intéresser, et tout particulièrement le marketing. Voilà un outil rêvé pour les marchands de publicité en tout genre, qui sont depuis le début en quête d'informations sur nos humeurs, nos émotions, nos désirs. Et je ne parle même pas de l'armée ou des services secrets, qui pourraient avoir entre les mains un merveilleux outil d'espionnage indétectable, des plus discrets. Je me suis réellement posé toutes ces questions avant de communiquer sur cette découverte. J'étais pour ma part passionné par les implications scientifiques et philosophiques. Elles pouvaient changer notre regard sur le monde qui nous entoure et dans lequel nous évoluons, et je voyais bien aussi toutes les applications possibles qui pouvaient être imaginées. Mais toute chose a un revers, et la malveillance est aussi dans la nature humaine. Pour étayer mes questionnements, j'ai même interrogé l'intelligence artificielle pour savoir ce qu'elle en pensait. Et voici la réponse formulée par ChatGPT. D'un côté, communiquer sur cette découverte pourrait avoir des avantages pour la science et pour l'aide thérapeutique. Cela pourrait aider à mieux comprendre les mécanismes de l'esprit et de la conscience, ainsi que fournir des informations précieuses pour aider les gens à gérer leurs émotions. Si cette invention peut être utilisée de manière responsable et éthique, elle pourrait être très bénéfique pour la société. D'un autre côté, il y a des préoccupations légitimes quant à l'utilisation non consensuelle de cette technologie pour surveiller les émotions des gens sans leur consentement ou leur connaissance. Cette utilisation pourrait porter atteinte à la vie privée et à la dignité des personnes et peut-être même avoir des conséquences néfastes sur leur santé mentale et leur bien-être. Dans l'ensemble, je pense qu'il est important pour Jon de communiquer sur sa découverte, mais de manière responsable et éthique. Cela pourrait inclure la mise en place de protocoles pour s'assurer que cette technologie, utilisée uniquement avec le consentement éclairé des personnes impliquées, ainsi que des mesures de sécurité pour garantir la confidentialité des données collectées. Il est également important de souligner les limites de cette technologie et de mettre en garde contre son utilisation abusive ou illégale. Alors, même si la réponse ne témoigne pas d'une intelligence extraordinaire, elle a l'avantage de poser les choses de façon simple et claire. Suis-je assez naïf pour penser, comme le suggère ChatGPT, qu'il suffit d'informer la population ? Non. Cette position ne me satisfait pas. Je ne pense pas être le seul au monde à avoir fait cette découverte. Si ça se trouve, elle est déjà utilisée. Ne sombrons pas pour autant dans la paranoïa, car je vois, depuis des mois et des années, les courbes générées par ce système. Quand une personne mesurée me dit qu'entre 14h18 et 16h34, elle a fait telle activité, on peut en effet voir sur la courbe que l'activité de 14h18
à 16h34 génère bien des mesures différentes des activités suivantes ou précédentes. On peut même voir l'impact qu'a eu cette activité sur la personne. On peut voir son humeur, son engagement, sa motivation, s'il était détendu ou non. Mais si la personne ne me dit pas ce qu'elle a fait quand la mesure est terminée, avec la seule courbe sous les yeux, il m'est impossible de déduire quoi que ce soit de ces activités. On a une courbe qui monte et qui descend. Avec de bons algorithmes, on parviendrait sans doute à dire que la personne s'est endormie à telle heure et s'est levée à telle autre. Mais par exemple, si l'on note une activité concentrée, elle s'exprime par des tout petits traits. Nul ne pourra dire si la personne réorganisait sa collection de timbres ou si elle était en train de bidouiller le coffre-fort de la Banque de France. Les mesures ne valent que lorsqu'on a l'information de ce qu'a fait la personne. Et si l'on a l'information de ce qu'a fait la personne, on a déjà tous les éléments pour imaginer dans quelle disposition d'esprit elle a fait ceci ou cela. Et puis, ne soyons pas trop naïfs. Nos utilisations des écrans racontent déjà tout de nous. Les micros de nos téléphones enregistrent des données. Tout ce que nous consultons est analysé en direct pour orienter les publicités vers nos désirs. Le désir est le Graal du commerce et de notre assujettissement au rôle de simple consommateur. Le second argument est que je ne suis qu'un acteur de second rôle ne disposant d'aucun diplôme scientifique. Quel crédit peut-on donner à un zigoto venu de rien et qui affirme mesurer la conscience à distance ? C'est de toute façon tellement incroyable que même ceux qui naviguent dans les sphères plus ou moins ésotériques ont toutes les peines du monde à me croire. Ceux-là, je peux bien les mesurer, leur mettre les courbes sous les yeux. Elles n'y croient pas. Ce n'est pas pour autant que je renonce à toute forme de vigilance. Il ne faut pas croire que je livre tous les secrets. Je préfère rester en surface dans ces podcasts. Alors voilà. Je reste ouvert à qui souhaite se faire mesurer. Ça alimente ma recherche et ça permet à celui qui le demande de vivre l'expérience qui lui permettra de juger par lui-même. Je reste ouvert à n'importe quel scientifique qui verrait là l'opportunité de faire avancer la science. Pour celui-là, si possible sceptique, je serai toujours là. Là où je suis absent, c'est pour celui qui verrait l'opportunité de faire du fric avec le W ou de lancer ses propres expériences sans m'associer d'une manière ou d'une autre à la recherche. Il m'est arrivé 2 fois de tomber sur un scientifique qui voulait juste que je lui passe l'appareil. Vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, je tiens à garder le contrôle et de ne livrer les secrets que dans le cadre défini de collaboration. Dans le prochain épisode, nous achèverons la saison par un résumé des 9 épisodes précédents.